Alors bienvenue, comme vous savez, c'est l'Expo Forum organisé par la coalition Nous au centre de renvoi. On a organisé cette exposition participative avec un appel à contre-projet pour que les personnes se saisissent du sujet de ce centre fédéral d'asile qui va ouvrir dans moins d'un mois. C'est pour ça qu'on a pensé à cette Expo Forum. Ce soir, on est hyper ravis de proposer cette table ronde qu'on a sobrement appelée Frontières. Bonsoir tout le monde, c'est vraiment cool de voir autant de monde dans cette salle. Quand on parle de politique migratoire européenne, on est quand même depuis les années 80 dans un double mouvement. Une liberté de circulation qui s'est installée peu à peu dans toute l'Europe pour les travailleurs et travailleuses européens. Je répète qu'on parle beaucoup de liberté de circulation des personnes, mais il s'agit bien de travailleurs et de travailleuses, parce que dès qu'il y a un problème avec le travail, on ferme la liberté de circulation. Et cette liberté de circulation, elle s'est accompagnée d'une double fermeture. Une fermeture interne pour celles et ceux jugés indésirables. Je pense ici aux sans-papiers, je pense ici à toutes les personnes qui sont concernées par des renvois à Dublin où la liberté de circulation est permise. Elle s'est aussi accompagnée d'un autre mouvement qui est une volonté de renforcement des frontières extérieures, qui sont, il faut bien le dire, devenues une barrière mortelle. Depuis 1993 environ, on décompte plus de 60 000 personnes qui ont perdu la vie en tentant de rejoindre l'Europe, sans bien sûr compter tous les cas non recensés. Et cette volonté, on le verra dans nos présentations, elle ne s'arrête pas aux frontières de l'Europe. Toute une politique d'externalisation des frontières par le biais de différents accords avec des pays tiers et des gouvernements autoritaires se sont installés. Et ce n'est que le début, on le verra avec Sophie. Ce qui nous intéressait, c'est de montrer que la complexité du dispositif actuel migratoire et des différents régimes migratoires nationaux s'imbriquent et se complètent. Et c'est vraiment cette question qu'on essaie d'explorer ce soir. Si on reprend la politique d'asile suisse, elle est étroitement liée aux politiques d'asile européennes. Elle se déploie bien au-delà des frontières européennes à travers sa participation au financement de politiques visant à entraver la mobilité de toutes les personnes en fuite qui souhaitent rejoindre l'Europe. Et je vais commencer par donner la parole à Lam, qui va nous parler de la Libye et de son auto-organisation Refugees in Libya. Thanks for this moment. My name is Lam Magok. I'm a member of Refugees in Libya. Refugees in Libya is a self-organized movement of refugees, asylum seekers and migrants who are fighting for dignity, who are fighting for freedom of movement, who are fighting for justice. It was formed during a difficult time in Tripoli. It is a city that is a closed zone, and at the same time it is a no-go zone, but we try our best to fight, to show or to expose the brutal reality that we are going through in Tripoli. That's why we went to the UN and we protest against the United Nations or the UNHCR for not protecting migrants, for not advertising for protection. That is how Refugees Libya was formed. At the time we came to Europe, we continued the same move. We say we didn't forget people who are in Tripoli, in Eastern Libya, in South Libya, in West Libya. We say, even though we are in Europe and we are safe, while there are some people, migrants, women, kids, who are in detention, who are being pushed back to Libya, even if we are in Europe, we still say we are not safe unless everybody is safe. That's why we keep continuing fighting for them to be free, fighting for women and kids in Tripoli to find safety, to go to school like any kid in the world. They are people who have been forced or flee their country because of the war. They are human beings. They deserve protection. They deserve freedom. We're still fighting, even with other people, with other solidarity group, to join hands together to make sure that all asylum seekers, all migrants, or refugees are protected. We're against the policy pushing away migrants from their border. And we say no,
this is inhuman. Migrants should not be pushed back to where they come from. They try to escape because of what they were going through. I want to talk about Tripoli. People have been kidnapped. They are detained. They are pushed back in the sea. They are ignored in the sea. They are dying in the sea. So we say this is inhuman, that European Union and Italy must remove the hands from Libya and they must stop hold the deal. Here in September we are going to have a meeting here and organize for unfair campaign, trying to remind the United Nations and the UNHCR and the IOMs that they should go back to the objective of protecting or providing protection to the refugees. In December, we are going to protest here in Geneva. Merci. Aujourd'hui, je vous parle au nom de l'ONG Border Forensics, une agence de recherche qui s'est créée en 2021 à Genève, qui produit des enquêtes sur les violences aux frontières avec des pratiques spatiales et visuelles pour essayer de les mettre en évidence. On essaie de les considérer partout là où elles peuvent se produire. Ces violences, elles ne se produisent pas seulement aux délimitations territoriales telles qu'on peut les imaginer, ni de manière isolée ou aléatoire. Elles ont une continuité et une architecture qui est bien spécifique. Il y a une continuité dans les violences aux frontières, partout là où il y a les épreuves migratoires qui ont lieu, et elles suivent les personnes migrantes partout le long de ces trajectoires-là, jusqu'à l'intérieur de nos espaces sociopolitiques en Suisse. Border Forensics naît à la suite d'un projet de deux chercheurs, Charles Heller et Lorenzo Pezzani, dans lequel ils ont essayé d'analyser de manière critique le régime frontalier militarisé qui a été imposé par les États européens en Méditerranée, en s'intéressant vraiment aux conditions politiques, sociales, spatiales, esthétiques, qui ont transformé la mer Méditerranée en un espace létal pour les personnes migrantes. Un des cas emblématiques de ce projet, il s'appelle le Left to Die Boat, donc le bateau laissé pour mort. En mars 2011, il y a un bateau de 72 personnes qui part de la Libye pour tenter de gagner l'Italie, et il est rapidement en difficulté et laissé à l'abandon alors qu'il y a de nombreux navires militaires qui sont présents, dû à l'opération de l'OTAN à ce moment-là. Après quelques heures de navigation, il y a un premier avion français qui va survoler le bateau, le prendre en photo. C'est la photo que vous voyez maintenant. C'est la seule trace qu'on aura de cet événement. Cet avion lancera l'alerte au MRCC, donc le centre de secours et de recherche. Le bateau avec les 72 passagers mettront un signal de détresse également avec leur téléphone satellite après environ 15 heures de navigation. Et il sera relayé à tous les navires sur zone par ce fameux MRCC. Il y a un hélicoptère qui passera par 2 fois au-dessus du bateau pour constater sa présence, sans jamais procéder au sauvetage. Le lendemain de leur départ, à court de carburant, le bateau il va commencer à dériver en direction de la Libye. Et après 8 jours de dérive, il y a un navire de guerre qui va s'approcher de ce bateau-là. Il lui tournera autour plusieurs fois, il prendra des photos, mais il répondra jamais aux appels de détresse. Il faut bien s'imaginer qu'à ce moment-là, il y a déjà de nombreuses personnes qui sont mortes sur le bateau ou qui sont plus sur le bateau. Ce navire, il quittera les lieux, il laissera le bateau à la dérive. Après 14 jours de dérive, ce bateau il va s'échouer en Libye avec seulement 9 survivants à bord. Et donc pendant cet événement, il y a 63 personnes qui sont tuées sans être touchées, 72 personnes qui ne seront pas sauvées, alors qu'à ce moment-là, l'OTAN aura mis en place une zone de surveillance étendue en Méditerranée. Ce sera à ce moment-là la zone la plus surveillée du monde, et pourtant tout a été fait pour ne pas les voir et pas venir au secours de ce bateau. Donc vous pouvez l'imaginer, hein, c'est une forme de violence où l'action et l'inaction, elles se confondent, et ça met en avant en fait des formes de violence qui sont difficiles à enregistrer. Parce que ça pose la question suivante, hein, c'est comment est-ce qu'on peut reconnaître un crime quand l'auteur du crime il est pas sur les lieux, où il n'a jamais été vraiment présent sur scène, ou qu'à certains moments où il n'a jamais vraiment touché les victimes. Donc pour tenter de poursuivre les coupables hein, de ce crime, parce que c'en est un, et tenter de rendre justice, le projet a tenté de récolter des témoignages des personnes survivantes, donc parmi les 9 qui ont survécu, et entre autres des imageries satellites. Ils ont essayé d'inverser le regard de surveillance hein, qui se portait sur cette zone et de le retourner contre les coupables. Donc jour par jour, ils ont développé un modèle de dérive. Donc au moment où le dernier signal de détresse qui a été envoyé par les passagers du bateau, pour essayer de voir dans quels espaces maritimes légaux est-ce que le bateau est passé, et tenter de savoir qui l'a vu, qui aurait pu porter assistance, et quel était ce bateau militaire qui s'est approché et qui a pris ces photos après 8 jours de dérive. Donc en superposant cette reconstitution de la dérive et puis des imageries satellites qui contenaient en fait la localisation de différents navires de guerre qui étaient sur place à ce moment-là, ils ont réussi à visualiser quel navire était à proximité immédiate de ce bateau-là à certains moments,
et d'identifier qui a manqué à son devoir de porter secours à ce bateau sous le régime du droit international. Donc ça a permis de commencer à dessiner un début de responsabilité et puis de demander des comptes aux personnes présentes et celles qui avaient reçu l'alerte sans pour autant se mobiliser pour porter secours. Donc c'est un cas qui a été présenté devant plusieurs tribunaux nationaux. Les faits présentés de Forensic Oceanography, le nom de ce projet, ils n'ont jamais été contestés, mais les informations officielles et les éléments de réponse qui ont été apportés, ils ont toujours été très vagues et puis incomplets. Et on n'est toujours pas en mesure de déterminer qui est vraiment coupable, qui a une responsabilité légale dans ce qui s'est passé. Donc cet exemple de violence et la violence qui est décrite dans ce projet, c'est pas la seule forme de violence qui va impacter la vie des personnes migrantes. Hein. Ce qui tue les gens en Méditerranée, c'est pas juste des pratiques violentes comme celle-là, une pratique d'inaction. C'est aussi des politiques migratoires qui sont létales et leur organisation qui est systématique, qui fait en sorte de les laisser mourir perpétuellement. Un des exemples qui illustre l'architecture des violences mortelles en Méditerranée, c'est le passage d'une opération de secours humanitaire Mare Nostrum en 2013 en Méditerranée qui avait pour premier objectif le secours en mer, dont la zone opérationnelle est en vert ici en bas, donc assez proche des côtes libyennes, vers une opération qui s'appelait Triton, qui était dirigée par Frontex et qui, elle, se concentrait davantage sur la sécurisation des frontières. En fait, très simplement, hein, ça se traduit par une zone opérationnelle qui est très réduite, qui est beaucoup plus loin des côtes libyennes, donc pas d'accessibilité vers les embarcations qui seraient en détresse, et puis aussi une diminution du nombre de moyens. Donc ça, c'est une politique violente à travers l'inaction, et c'est un exemple criant parmi plein d'autres dans le projet de recherche Forensic Oceanography, qui est en collusion avec tout un tas d'autres acteurs de ce design des politiques létales. Au fil de ces enquêtes que ces deux chercheurs ont produit, hein, on a constaté que la violence des frontières, elle cessait de s'accentuer, et on fait le constat terrible des morts aux frontières avec cette carte-là, qui en fait n'est plus tout à fait à jour. Aujourd'hui, on compte plus de 30 000 morts en Méditerranée depuis 2014. Donc on a essayé de continuer à comprendre pourquoi est-ce que les gens meurent, et quelle forme de responsabilité est-ce qu'on peut identifier à travers ces morts. Et un des éléments qui apparaît comme évident, hein, c'est la responsabilité de Frontex, donc l'agence des gardes-côtes européens, qui est un acteur clé de la violence en Méditerranée. L'image que vous voyez ici, c'est une interception d'un bateau des gardes-côtes libyens. Une interception, c'est un bateau qui tente de gagner l'Italie et dont les passagers se font enlever, littéralement, hein, c'est un enlèvement, en mer, par les gardes-côtes libyens avant de se faire refouler en Libye. Le problème qu'on identifie avec cette photo, c'est que c'est Frontex qui a pris la photo avec un de ses drones, et c'est les gardes-côtes libyens qui l'ont publié sur leur page Facebook. Donc ça pose évidemment la question de la complicité de Frontex avec les gardes-côtes libyens. Donc Frontex, il dispose d'une dizaine d'avions et de drones qui survolent la Méditerranée en continu. Leur présence aérienne, elle tisse une toile de surveillance qui est assez impressionnante, qui leur permet de détecter des bateaux en mer à peu près en tout temps. Donc on a récupéré toutes leurs données pour savoir où ils étaient, quand est-ce qu'ils y étaient, combien de temps, afin de déterminer, comme pour le Left to Die Boat, si on pouvait identifier des formes de responsabilité à certains moments où des crimes ont été commis. On a aussi récupéré des documents officiels, des registres, des interceptions de Frontex, qui nous donnent des précisions sur ce qu'ils ont vu, quand est-ce qu'ils l'ont vu et qui l'a vu. Et en croisant tout cela, on a pu faire 4 constats que je vous résume. L'enquête est un petit peu plus longue que ça. Le premier, c'est que la surveillance aérienne de Frontex en Méditerranée, elle permet d'optimiser les interceptions libyennes. Donc les jours où les avions de Frontex ils sont sortis, il y a davantage d'interceptions, il y a une corrélation temporelle qui est claire et nette. Le deuxième, c'est que les avions qui volent en premier lieu, ils volent en premier lieu là où il y a les interceptions. Donc là aussi, on a identifié une corrélation spatiale. Hein. En priorité, ils vont voler là où en général on peut intercepter des personnes. Et puis, dans la continuité de ce constat, Frontex déploie essentiellement ses ressources aériennes là où il y a des interceptions de nouveau, mais en fait, ils pourraient aussi se déployer là où il y aurait des secours à faire qui sont plus proches en fait, des côtes italiennes pour assister les sauvetages et puis les arrivées. Et ça, on a réussi à le quantifier, à montrer qu'en fait, l'essentiel de leurs efforts était déployé vers les côtes libyennes. Et puis enfin, l'argument de Frontex qui est une véritable rengaine hein, qu'ils vont mettre en avant partout, à savoir que eux, ils sont là essentiellement pour empêcher les morts d'arriver, donc prévenir les noyades, avec ce triste coup qui est de renvoyer les personnes en Libye. Nous, on a montré qu'elle était fausse, il n'y a absolument aucune corrélation entre leur présence et le taux de mortalité qui est observable en Méditerranée. Maintenant, si on dézoome un peu et qu'on fait le lien avec le Left to Die Boat, ce cas que je vous ai présenté avant, on voit que Frontex et l'Europe, elles tentent par tous les moyens en fait, de se retirer de la scène du crime. C'est vraiment un pattern qu'on observe. Pour le cas du Left to Die, ça a quand même laissé des traces qu'on a pu retrouver.
Et puis surtout, ils sont impliqués dans des manquements graves au droit international. Et puis de la même manière, en fait, Frontex a souhaité se retirer de la scène du crime en retirant tous ces navires plus proches des côtes italiennes, et surtout de s'extraire de la mer, parce qu'en fait ça les rend légalement obligés d'intervenir à chaque fois qu'il y a une détresse et qu'ils sont obligés d'intervenir sous le droit international. Donc ils ont décidé d'investir les airs, parce que du coup, de fait, ils ne sont pas obligés d'intervenir, ils ne peuvent pas. Dans la continuité de ça, en plus de se retirer de cet espace maritime en investissant les airs, Frontex tente aussi de garder le secret autour de ce qui se passe et de ses activités. Donc pendant cette enquête-là, on a fait un nombre de requêtes à Frontex pour essayer d'éclaircir un petit peu ce qui se passait et quelles étaient leurs pratiques. À travers nos requêtes, Frontex a identifié plus de 3000 documents qui étaient liés à nos demandes. Frontex a décidé de nous en fournir que 86. Et parmi ces 86 documents, là vous avez ici un extrait de ce avec quoi on doit travailler. C'est un document qui est caviardé comme j'en ai rarement vu pour être tout à fait honnête. À mesure qu'on enquête sur les pratiques de Frontex, à chaque fois que je fais une nouvelle demande pour une mise à jour de cette base de données, on voit qu'ils caviardent de plus en plus des colonnes en fait, qui sont importantes, notamment le lieu de départ des bateaux, ce qui rend en fait complètement impossible de comprendre quoi que ce soit à cette base de données. Donc tout ça pour vous dire que après ces années de recherche, nous ce qu'on peut vous dire, c'est que Frontex c'est une agence qui est extrêmement opaque, qui a envie de se rendre invisible et qui en plus de ça est complice de crimes contre l'humanité. Et elle est surfinancée. Et surtout, une dernière chose que je peux vous dire, c'est qu'elle sait ce qu'elle fait. Récemment, son directeur il a admis qu'il ne souhaitait pas que les personnes soient renvoyées en Libye, mais que c'était comme ça et qu'il n'en avait pas le choix. Et là, je le cite textuellement. Donc je termine ici et j'en reviens en fait à notre introduction. Je vous expliquais que les violences aux frontières, elles ne se limitent pas aux murs qui séparent les États-nations, mais qu'elles ont bien une continuité. Elles s'inscrivent dans un continuum de violence le long des trajectoires migratoires. Et c'est quelque chose que nous, on observe en fait quand on a mis en carte l'ensemble des enquêtes qu'on a produites, depuis le Niger jusqu'en Suisse, en passant par les Alpes et puis la Méditerranée. On voit que c'est les mêmes forces politiques et les mêmes dynamiques violentes qui sont à l'œuvre et qui s'appliquent contre les personnes migrantes. De la même manière, d'est en ouest, c'est l'axe rouge que vous pouvez voir. On voit la violence aussi qui s'y déchaîne. C'est là où la violence elle est la plus brutale, en Espagne, en Méditerranée, en Europe, vraiment à la marge de l'Europe. C'est là où les droits ils sont violés au grand jour, dans l'impunité la plus totale. Donc c'est ces deux axes qu'on a réussi à identifier, et puis ce continuum de violence qu'on comprend petit à petit en développant ces enquêtes. On sait que c'est depuis l'Europe que ça s'organise. La mort en mer, la mort en marge de l'Europe, elle s'organise ici, depuis chez nous. Merci beaucoup. C'est la parole à Sophie. We try to cross the sea and we call Libyan Coast Guard there. We have a problem in the boat, please come and rescue us. And then they say, okay, you keep going to where you are going to because they know that we are going to die, so they don't want to come to rescue us. But at the time when the boat is fine, is moving very well, they come and take you back to Libya. So when you look at the policy of pushing back migrants or blocking the sea or building the wall, and instead of making bridge for people to have connection or for people to move freely, I mean, all these things that the European Union and also the Italy are doing, that they have to be responsible for the crime against humanity. Tu as parlé d'action et d'inaction, et je pense que c'est exactement ça qu'on a vu pendant la campagne contre Frontex il y a 2 ans et qu'on va voir aussi très prochainement avec les discussions autour du RAEC en Suisse. Qu'est-ce qui se passe quand, depuis la Suisse, on conteste le cloisonnement des frontières? Qui agit, qui n'agit pas? Qui couvre les meurtres et qui les maquille dialectiquement? Je vais vous présenter très brièvement cette réforme du RAEC, parce que je ne pense pas que vous êtes un public qui doit être convaincu que c'est une sacrée merde. Je pense que vous le savez déjà. Par contre, si vous voulez plus d'informations, plus de détails, je vais vous donner des liens pour que vous puissiez lire par vous-même. Mais je pense que l'important, c'est vraiment de discuter de comment des choses comme ça, c'est possible. Et comment c'est possible en Suisse, alors que la Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne et que la Suisse se vante quand même beaucoup d'être une grande protectrice des droits humains. Donc voilà, je vais vous présenter vite fait cette réforme. Ensuite, je vais vous parler de la coalition NORAEC, qui on est, qu'est-ce qu'on essaie de faire. Et après, justement, une réflexion sur la lutte au niveau politique et sur quels alliés on peut compter et lesquels on doit malheureusement bientôt se résoudre à oublier. Alors, le RAEC, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais vous avez sans doute entendu parler du pacte européen.
Le RAEC, c'est un acronyme barbare, je pense qu'ils font exprès pour qu'on ne comprenne pas de quoi on parle, mais c'est le régime d'asile européen commun. Ça existe depuis les années 2000, c'est notamment ça qui a permis le règlement Dublin, que vous connaissez sans doute, qui dit que le pays responsable de la demande d'asile, c'est le premier pays par lequel les personnes sont arrivées, ce qui justifie qu'on renvoie des personnes par exemple vers la Croatie ou vers l'Italie. Et il y a une réforme qui a été mise en place de ce pacte à partir de 2020, c'était suite à l'incendie de Moria notamment. Le premier nom de cette réforme qui n'a pas passé le stade du Parlement européen, c'était le pacte de solidarité. Alors heureusement, ils ont abandonné ce nom parce qu'ils se sont rendus compte que c'était quand même une arnaque d'appeler ça comme ça. Mais en 2024, il y a quand même le Parlement européen qui a voté cette réforme. Et la Suisse doit la reprendre, elle doit en reprendre 5 règlements parce que la Suisse fait partie de Schengen et de Dublin. Donc elle doit transformer ça dans son droit international, dans son droit national. Donc depuis que ça a été voté en Parlement, ça a été mis en consultation en Suisse. Le Conseil fédéral a présenté son projet et il est en ce moment débattu au Parlement. Il y a eu la semaine passée les premières discussions dans la commission des institutions politiques. Et puis le 19 juin, donc dans un petit peu moins d'un mois, il y aura le Conseil national qui va se prononcer. Je vous fais un petit worst of de ce que c'est. Ces 5 règlements que la Suisse doit reprendre, c'est par exemple la procédure de filtrage, qui veut dire qu'à partir de cette nouvelle réforme, la politique des hotspots qu'on peut voir sur les îles grecques par exemple, l'idée que les personnes qui arrivent sont tout de suite transférées dans des immenses centres semi-carcéraux, ça va être le cas pour toutes les frontières européennes. Les personnes devront subir cette procédure de filtrage pendant jusqu'à 7 jours. Il y aura des contrôles d'identité, de sécurité et de santé. Et à ce moment-là, sera décidé si les personnes reçoivent une non-entrée en matière, par exemple si elles peuvent aller vivre dans un pays tiers sûr, une procédure accélérée aux frontières. Ça veut dire qu'elles ne pourront même pas pénétrer sur le territoire européen, ça veut dire qu'elles devront rester dans ces camps. Et juridiquement, ce sera comme si elles n'avaient jamais posé le pied sur le sol européen. C'est vraiment une acrobatie juridique pour empêcher les personnes vraiment d'entrer. Et cette procédure aux frontières, elle va s'appliquer aux personnes notamment qui viennent de pays pour lesquels le taux de protection moyen est de moins de 20%. Pour vous donner un ordre d'idée, le taux de protection pour les personnes qui viennent d'Algérie, par exemple, c'est 3%. C'est-à-dire que sur 100 personnes qui viennent d'Algérie, il y en a 3 environ qui reçoivent une protection. Et pour la Turquie, on est entre 60 et 80. Ça évolue, mais c'est un peu près. Donc toutes les personnes qui viennent de ces pays où il y a peu de protection, elles ne peuvent même pas entrer et elles sont dans ces immenses camps. Un autre règlement, c'est celui qui va remplacer Dublin. Alors, tout ce qui est problématique reste, hein, le principe de responsabilité reste le même. Par contre, pour lutter contre les renvois Dublin, ça va être beaucoup plus difficile parce que les délais de recours vont être réduits et surtout les délais de transfert vont être augmentés. Pour l'instant, une personne, dès le moment où elle a reçu une décision Dublin, le pays a 6 mois pour la transférer dans un autre État. Si elle arrive à passer les 6 mois sans disparaître ou sans être renvoyée, dans le cas de la Suisse, c'est la Suisse qui entre en matière. Maintenant, si les personnes ne collaborent pas ou si elles disparaissent, ce délai il passe à 18 mois, donc une année de plus. Avec le nouveau système, ces 18 mois disparaissent, ce sera 3 ans. Et les conditions de prolongation de ce délai seront aussi beaucoup plus simples. Si la personne n'est par exemple pas en suffisamment bonne santé pour être transférée, le délai sera automatiquement transféré à 3 ans. Il y a le règlement Eurodac. Eurodac, c'est une base de données qui existe déjà. C'est empreinte digitale, photo du visage. Elle va être combinée avec d'autres bases de données et surtout les données récoltées seront beaucoup plus importantes. Il y aura des empreintes digitales de tous les doigts, des données biométriques, toutes les procédures qui ont lieu, tous les papiers d'identité et surtout ces données seront aussi récoltées sur les enfants à partir de 6 ans. Une autre dérive très dangereuse de Eurodac, c'est que ces données migratoires pourront être transmises aux autorités de poursuite pénale. Donc la police suisse pourra avoir accès à ces données. Vous pouvez vous imaginer les risques
d'encouragement du profilage racial que ça peut entraîner. Comme si tout ça n'était pas assez grave, il y a un règlement qui s'appelle le règlement face aux situations de crise. Donc en cas de crise, toutes les règles vont être durcies. Et la question de comment on détermine qu'est-ce qui est une crise, il y a 3 facteurs qui sont pas encore, on ne sait pas encore comment ça va être appliqué, mais les 3 facteurs, c'est en cas d'arrivée massive, qui juge qu'est-ce que c'est une arrivée massive? On peut s'imaginer qu'une nuit à Lampedusa arrivent 3 bateaux en même temps, un journaliste est par là, prend des photos, ça sort dans la presse, et l'Italie dit que c'est une situation de crise et tous ces garde-fous juridiques vont tomber. Les cas de force majeure, comme par exemple la pandémie du Covid, ou les cas d'instrumentalisation. Ça veut dire, c'était comme le cas entre la Biélorussie et la Pologne, où on a estimé que la Biélorussie avait instrumentalisé les personnes migrantes en les laissant entrer et sortir. Du coup, s'il y a ça qui se produit, on est dans une crise. Face à ça, il y a la coalition NOREC. On est principalement des petites organisations, vous allez vite découvrir pourquoi. Il y a Solidarité sans frontières, il y a les Freiplatzaktion, les Bleiberecht Kollektive, en Suisse romande il y a aussi Droit de rester, Solidarität, etc. On remarque que les journalistes sont très peu informés en fait, donc une grande partie de notre travail c'est vraiment de faire des dossiers de presse le plus complet possible pour que les journalistes sachent au moins de quoi ils parlent. Et notre idée, c'est quand même d'aller éventuellement vers un référendum. Et c'est intéressant de voir ce qui s'est passé sur justement cette scène de la politique institutionnelle. Donc, on a parlé de la reprise de 2 textes européens. Donc, évidemment, il y a ce gros chantage à « Ah, mais si on vote non, on va sortir de Schengen, on va sortir de Dublin, ça va être la catastrophe ». Ensuite, c'est de la politique institutionnelle et il y a d'autres thèmes politiques en même temps. Par exemple, on sait que le Parti socialiste a très peur que ça se fasse en même temps que les négociations sur l'accord cadre avec l'Union européenne. Donc le PS ne veut pas être perçu comme anti-européen. Donc ça fait un jeu d'alliance qui est très compliqué. Ce qu'il faut ressortir de ça, le message finalement que ça donne, c'est que la violence aux frontières, non seulement elle est inévitable, mais elle est aussi nécessaire. Et je vous ai fait une petite sélection d'images du débat de Frontex il y a 2 ans, peut-être pour vous rappeler un peu ça. J'ai fait une sélection d'affiches. Déjà, vous remarquerez que le nom du référendum a été changé. Sur la fiche d'opération Libéraux, on voit que c'était plutôt un oui pour Schengen. Il n'y a même pas Frontex sur le nom. Il est question de prendre ses responsabilités et de tendre la main aux autres. On a eu des slogans magiques comme « préserver notre sécurité, renforcer les droits humains ». Et en bas à droite, il y a une affiche du MCG à qui il faut au moins laisser l'honnêteté d'être très transparent sur leurs intentions. C'est les seuls qui ont dit « oui » à Frontex. Et tout ça pour dire que le message principal de pourquoi on doit justifier que la Suisse finance Frontex, c'est parce qu'on doit être ferme mais juste. Le débat autour du RAEC, ça va sans doute être pareil. Et du coup, pourquoi est-ce qu'on veut quand même se lancer là-dedans? Parce que, de nouveau, il faut se rappeler de cette campagne qui a quand même été super. J'ai mis une image en haut à gauche, c'était une manifestation en Europe. Et on a eu beaucoup d'organisations pro-asile européennes qui nous ont dit « mais c'est magique que en Suisse, c'est la population qui a le droit de vote qui a pu se prononcer là-dessus. » On était le seul pays à pouvoir le faire. On était le seul pays où il y avait des drapeaux non Frontex orange dans les rues que vous traversiez. Donc rien que pour ça, ça vaut la peine. C'est important de le faire, c'est important de continuer à le faire et surtout c'est important de se saisir de cette politique institutionnelle parce que c'est à ce moment-là qu'on obtient un espace médiatique qu'on n'a pas sinon. Dès le moment où on s'attaque à des objets de politique institutionnelle, on est considéré comme des acteurs, actrices plus légitimes et on peut dérouler un autre discours que celui qui se tient normalement sur la migration. Et surtout, je ne sais pas si vous avez vu passer ça, mais c'est une recherche en 4 épisodes dont la première série a été publiée le 15 mai, donc pour l'anniversaire de la votation du référendum qui s'appelle les Swiss Frontex Files. Donc c'est une recherche où
où Solidarité sans frontières a participé, qui a pu être financé par les dons qu'on avait récoltés pour le référendum. Et ce que Stan décrivait, le fait de demander des documents, de les recevoir tout caviardés, c'est ça qui s'est fait. Là, les deux journalistes, au nom de la loi sur la transparence, ont demandé à l'administration suisse toutes les informations qu'elle détenait sur Frontex. Et on a eu la preuve que Weli Maurer était au courant du contenu de l'enquête de l'OLAF sur Frontex. L'OLAF, c'est l'agence européenne contre la corruption, qui avait fait une descente dans les bureaux de Frontex et qui avait récolté des preuves que Frontex était responsable de violations massives des droits humains. Donc Weli Maurer savait que ce rapport existait et que son contenu était décisif pour une votation suisse, vu que la population allait voter là-dessus. Et action-inaction, il a choisi de ne pas publier. Et même on sait que quelques jours après qu'il ait reçu le mémo qui lui disait noir sur blanc « Attention, Frontex est responsable de violation des droits humains », il a dit, tout sourire dans une interview, « Frontex prend très au sérieux la défense des droits humains ». Donc ça montre deux choses. Déjà l'état de nos forces, donc ces informations, on savait qu'on allait les avoir, mais ça a pris 2 ans, parce que peu de moyens, peu de ressources, peu de temps, mais quand même c'est sorti. Et surtout ça fait chier, en fait. Ça emmerde vraiment le pouvoir. Et il y a vraiment une volonté de cacher des choses à la population votante, et c'est pour ça que c'est important de continuer. C'est important de continuer de faire du bruit et de saisir toutes les opportunités de s'immiscer dans un débat public qui est trop souvent réservé à des affirmations complètement fantasques de prise de responsabilité en finançant, en légitimant les violences aux frontières. Je vais finir ce tour de parole en vous parlant d'un projet de plateforme cartographique qui a pour objectif de rendre visible le dispositif suisse d'asile en situant les différents lieux liés à l'asile en Suisse, mais également en montrant les liens qu'il y a entre les différentes couches, que ce soit légales ou administratives. Ce sera aussi l'occasion de mettre en avant le travail des différentes associations, groupes militants, et également et surtout les témoignages des personnes concernées. Je vais du coup parler du projet qui est exposé en haut, parce que ce serait l'occasion de revenir un peu sur le centre fédéral d'asile du Grand Saconnet. Donc ces centres fédéraux d'asile qui sont des éléments clés du dispositif suisse d'asile. Boîte Noire vise à exposer les potentiels de l'utilisation de maquettes numériques 3D dans la visibilisation des violences du dispositif suisse d'asile et leur matérialisation dans l'architecture des centres fédéraux d'asile. Depuis la réforme de la loi sur l'asile de 2019, les centres fédéraux d'asile occupent une place centrale dans le dispositif suisse d'asile. Gérés au niveau fédéral par le Secrétariat d'État aux migrations, ou SEM, ces infrastructures sont décrites par ce dernier comme étant destinées à l'hébergement des requérants textes d'asile ainsi qu'à l'exécution des procédures d'asile et de renvoi. En résumé, les personnes y sont logées, passent leur audition sur l'asile, et restent dans ces espaces jusqu'à que le SEM leur délivre un statut de séjour, considère qu'elles doivent être envoyées. Cette centralisation sous un même toit a été considérée comme offrant la possibilité matérielle de remplir l'exigence de rapidité de la loi sur l'asile de manière efficace, ce qui permet également de réduire les coûts, selon les mots du département fédéral de justice et police. En même temps, il semble suivre une volonté d'altérer la mobilité des personnes demandant l'asile, comme une stratégie de contrôle consistant à les maintenir au même endroit et à les rendre disponibles à l'administration en tout temps durant les procédures, comme l'exige la loi sur l'asile. Ces espaces fermés ou semi-fermés, souvent isolés géographiquement des centres urbains et des réseaux de solidarité, avec une architecture et un fonctionnement interne hautement sécurisés, réglementant chaque aspect de la vie de manière restrictive, construisent ces espaces comme des lieux d'enfermement particuliers, sorte d'hétérotopie. Dans les CFA, les personnes sont maintenues dans un silo administratif largement déconnecté de l'environnement extérieur, fixées spatialement et temporellement à leur procédure administrative, construisant ainsi la perception d'une liberté contrôlée. Dans ce sens, ces espaces concentrent des personnes qui n'ont pas encore été pleinement autorisées à rester sur le territoire. Comme une continuité de la frontière, et malgré leur présence physique sur le territoire, ces espaces gardent de facto les personnes dans une situation de déportabilité. À partir de cette description sommaire de ces espaces, vous voyez peut-être déjà se dessiner leur potentiel de violence. Et en effet, de nombreux cas de violence directe, souvent perpétrés par le personnel de sécurité sur les personnes migrantes, ont été documentés dans différents centres par des collectifs et des médias.
Mais d'autres types de violences sont également à l'œuvre dans ces espaces. Des violences bien souvent indirectes, invisibles ou invisibilisées, produites notamment par le contrôle totalisant de la vie des personnes, depuis les horaires de sortie jusqu'aux heures de repas, ainsi que par l'architecture et le fonctionnement sécuritaire de ces infrastructures, des barbelés aux fouilles systématiques et aux sanctions. En somme, l'espace, son fonctionnement et son environnement impactent les corps et les esprits des personnes. Mais alors, comment documenter et rendre visibles ces formes de violence ? Donc vous voyez à l'écran le Centre fédéral d'asile du Grand Saconnet. Et c'est donc le projet qui est exposé à l'étage, qui est une maquette interactive de ce centre. Donc toujours à l'état de prototype, l'idée c'est donc d'ouvrir le bâtiment au public, donc ces bâtiments qui sont définis par leur opacité. Et en l'état, là, j'ai mis en évidence 3 espaces qui ressortaient de mes analyses préliminaires et de ce que j'ai eu le temps de montrer à ce stade du projet. Et pour l'instant, on a la possibilité de visiter ces différents espaces et d'accéder à certaines informations, mais l'idée, c'est plus tard de pouvoir y intégrer les témoignages des personnes qui vivront potentiellement des violences dans ce centre et du coup de les situer spatialement et de les rendre publics en faisant une plateforme accessible en ligne qui sera alimentée au fur et à mesure. Donc évidemment, dans ce centre, on retrouve pas mal d'éléments dont on a parlé déjà tout à l'heure dans les autres présentations, soit liés à la sécurité, par exemple ici, qui est le guichet d'accueil, donc la loge Securitas, où les personnes sont systématiquement fouillées lors de leur entrée dans le centre. Également des isoloirs qui permettent de placer des personnes qui n'auraient pas un comportement qui serait selon justement les autorités convenables pour les autres personnes du centre, avec la possibilité de les surveiller. Mais ça, vous pourrez le voir plus en détail justement pendant vos visites à l'étage après les discussions. Et je voulais juste finir aussi sur ce bâtiment en particulier, parce que déjà c'est le centre des mobilisations, c'est le centre des mobilisations avec tous ces événements, mais aussi parce qu'il marque d'une certaine manière pour certaines personnes la fin d'un parcours migratoire extrêmement violent et qui regroupe un peu toutes ces violences que ces personnes ont subies, et notamment le fait que ce soit à côté de l'aéroport, lié directement à l'élément même de leur renvoi. On peut voir ici l'aire de jeu par exemple. Je ne vous montrer que cet espace-là pour l'instant, parce qu'on aurait besoin justement de les voir plus en détail après les autres. Mais l'aire de jeu qui a été designé par les architectes comme étant un endroit où les enfants pourraient jouer au foot, etc. Mais où on se retrouve en fait directement sur le tarmac avec le son, comme vous pouvez l'imaginer, et la vision de cet élément lié